Donc aujourd'hui, on va vous parler d'EDR. Déjà, est-ce que vous êtes tous familiers à peu près avec les EDR? C'est une technologie, ce que c'est? Est-ce que dans le chat, écoute, tu vas préciser parce qu'on ne peut pas précise. savoir s'il y a des gens dans le chat qui répondent non. C'est vrai. Alors, EDR, Endpoint Detection and Response, l'objectif, c'est un agent déployé sur l'ensemble des terminaux qui va avoir une capacité de supervision fine de tout le système d'information pour pouvoir identifier des attaques furtives sur le système. C'est la définition, la technologie. Donc aujourd'hui, chez Arfang Lab, on est éditeur d'EDR et notre objectif, c'est de proposer une solution qui s'adapte parfaitement aux besoins des SOC et des équipes de réponse à incidents. Donc pour ça, globalement, la solution, on l'a envisagée en mode boîte blanche, complète. On fait de la sécurité, pas de la magie. Donc, objectif premier, c'est d'ouvrir la solution à l'ensemble du SOC. Donc, de proposer une interopérabilité forte de la solution d'EDR avec l'ensemble des outils qui sont à disposition des équipes d'analyse. Deuxième objectif, c'est de fournir l'accès aux données qui sont collectées par EDR, puisqu'on va avoir un ensemble de données de télémétrie qui sont collectées par la solution pour contextualiser les alertes de sécurité. Et donc, nous, notre objectif ici, c'est de dire que finalement, ce puits de données, il doit être accessible aux analystes SOC pour pouvoir effectuer des recherches et des levées de doute quand ils identifient une alerte. Quand ils identifient une alerte, pareil, on va avoir besoin d'accéder à des informations un peu détaillées. C'est bien d'avoir une alerte, l'IA a dit que c'était malveillant à tant de pourcentage, mais si on n'a pas d'éléments de contexte pour comprendre pourquoi l'EDR considère qu'il y a potentiellement un problème sur un terminal en particulier, on va perdre du temps à qualifier l'alerte. Et cette perte de temps, c'est autant de temps qu'on ne va pas passer à neutraliser la menace. Donc pour nous, l'intérêt, c'est de dire finalement, toute notre CTI doit également être complètement accessible et ouverte pour justement faciliter le travail d'analyse du SOC. Sans rentrer forcément plus dans les détails d'Arfang Lab, aujourd'hui, donc on a 5 ans d'existence, on a une bonne croissance sur ces premières années, puisqu'on est plus de 70 personnes actuellement. D'ailleurs, en 2020-2021, on savait encore compter à peu près combien on était. Aujourd'hui, un peu plus difficile. On a de plus en plus de retours de RSSI qui souhaitent migrer leur EDR, qui veulent changer de technologie. Et aujourd'hui, c'est un peu l'objet de notre titre, on voulait vous présenter un petit peu les retours d'expérience qu'on peut avoir justement sur ces potentiels projets de migration d'EDR et quelles sont les questions qui sont posées pendant cette étape. Donc déjà, le premier point qui est souvent abordé quand on a un RSSI qui veut changer son produit, c'est un objectif de payer moins cher. Donc, soit il y a une vraie démarche de changer, de migrer de DR pour retrouver un nouvel optimum qualité-prix, soit c'est plutôt finalement une veille active sur la technologie EDR qui va en plus lui permettre de retravailler, renégocier avec son fournisseur déjà en place le prix qu'il paye. Parce que finalement, même si les budgets cybersécurité continuent d'augmenter, et c'est une bonne chose, il y a aussi toujours plus à faire avec ces budgets, et donc on va quand même chercher à rationaliser le coût de l'EDR. Alors, comment était en fait le repas? J'avais préparé quelques petits quiz. Donc, aujourd'hui, dans tous les critères qui peuvent impacter le coût d'une migration, à votre avis, lequel a au final le moins d'impact sur le coût global de la mise en place d'un EDR? D. La réponse D, oui. Effectivement, en fait, quand on arrive en fin de négociation, souvent, en fait, sur la shortlist qu'on a sélectionnée dans les éditeurs, on va avoir un prix running point avec des différences, un écart entre les éditeurs qui sera vraiment minime. Alors que potentiellement, les autres coûts, on ne les a pas forcément évalués. Ce qui est intéressant, c'est quel critère a le plus d'impact sur le coût global entre C et B. Ça va différer en fonction de l'éditeur qu'on choisit.
Tout à fait, superbe transition Hervé, puisqu'effectivement, on va pouvoir retrouver différentes logiques. Alors déjà, sur toute la partie gestion de projet, gestion du changement, les fameux coûts RH et coûts projet, déjà, il y a un projet de migration à penser. Projet de migration, il va falloir déployer un nouvel agent sur tous les postes. Donc, si on n'a pas OAPT pour pouvoir correctement déployer sa solution, ça peut potentiellement être compliqué. On voit encore aujourd'hui des organisations qui n'ont pas forcément automatisé le déploiement de nouveaux agents sur l'ensemble des systèmes, des terminaux du système. Il va également falloir penser à la migration, finalement, la réversibilité de toute l'intelligence qu'on a déjà mis dans son premier EDR pour pouvoir bénéficier de tout ce travaux qu'on a potentiellement fait pendant plusieurs années et l'intégrer dans la nouvelle solution. Et tout ça, il va falloir le faire en ayant un pilotage du calendrier qui soit très strict, parce que on partait quand même du postulat qu'il y a déjà un EDR qui est déployé. Donc, celui-ci va arriver à un moment, à une date de fin de licence. Et donc, le nouveau EDR doit être absolument déployé avant la fin de licence de l'EDR précédent. Puisque sinon, on va avoir un trou de protection sur le système et donc, on va avoir des risques qui ne sont pas correctement couverts pendant une période de temps. Donc, forcément, il y a déjà ce coût de projet qu'il faut bien estimer. Il y a le coût de la gestion du changement, donc ce qu'on appelle un peu aussi les coûts humains. Donc, il y a toute la partie formation du SOC, si le SOC est internalisé, si les analyses sont internalisées. Mais il y a aussi la question de l'interopérabilité. Okay, mon EDR est déployé, il détecte comment est-ce que je l'intègre dans les workflows de mon SOC. Et puis ensuite, comment je crée de nouveaux automatismes avec la solution que je viens de déployer nouvellement. Et ça, c'est le cas du SOC internalisé. Mais il y a aussi une question qui se pose, si jamais c'est un SOC externe, est-ce que le prestataire est en capacité de manager mon nouveau produit EDR? Est-ce qu'il faut aussi que je réfléchisse à changer mon prestataire? Alors qu'au démarrage, j'avais qu'une idée, c'était de changer le produit que j'utilisais. Donc, ça va tirer un ensemble de questions qui doivent être réfléchies en phase amont avant de vraiment lancer son projet. Et puis, les coûts casiers dont tu parlais tout à l'heure, Hervé, effectivement, on n'a pas forcément identifié tous les coûts qui sont associés à ce nouvel EDR. Il y a un exemple qu'on a rencontré dernièrement sur justement un projet de migration d'un de nos clients où notre compétiteur proposait la solution EDR gratuitement. Alors, effectivement, là, sur la question de coût, c'est imbattable, c'est gratuit. Sauf que derrière, finalement, pour pouvoir exploiter l'EDR, avoir accès à une console centrale, il faut aussi travailler finalement sur un SIEM. Et donc, dans le cadre du SIEM Sentinel, que j'ai représenté ici, les coûts sont des coûts qui sont à l'utilisation. Donc, pour pouvoir ingérer la télémétrie, pour pouvoir effectuer des analyses sur l'ensemble des données qui sont journalisées, on va avoir un coût, ce n'est pas à l'EPS, c'est au volume de données, mais c'est sensiblement le même mode de fonctionnement. Et ça, c'est un coût, s'il n'est pas bien identifié au démarrage, parce qu'on a des étoiles dans les yeux avec l'EDR gratuit, en usage à terme, ça peut être un petit peu difficile. Et puis surtout, on ne maîtrise plus son budget alloué à la technologie EDR. Il y a aussi la question des bundles. Au démarrage, l'EDR s'intègre dans un écosystème et vous avez des éditeurs de type all-in-one qui vont proposer un ensemble de solutions. Et si vous prenez un package de plusieurs solutions de sécurité, vous allez avoir effectivement des coûts qui sont réduits sur les différents composants du package. Ce qui va être intéressant d'un point de vue budgétaire, mais si vous aviez un projet de changer votre EDR, vous n'aviez peut-être pas un projet de changer le NDR. Et donc, la question va se poser, est-ce que la nouvelle solution de NDR sera aussi performante que celle que j'ai potentiellement déjà mis en place? Est-ce qu'elle sera aussi intéressante? Ou est-ce que je vais commencer à finalement rentrer dans des questions de performance? Et ça, c'est finalement le sujet, le deuxième sujet qui est souvent abordé par les RSSI, qui est « je veux changer d'EDR pour avoir une meilleure performance ». Et donc, deuxième petite question, Hervé, laissez les autres participer. À votre avis, quand on évalue la performance du produit, qu'est-ce qu'on néglige en règle générale?
Moi, j'aurais dit la performance réelle en détection de l'EDR. Mais bon. C'est une bonne réponse qui aurait été abordée un peu plus tard. En fait, c'est la feuille de route. Généralement, quand on parle de performance, alors on peut se poser des questions métaphysiques sur qu'est-ce que la performance, mais en règle générale, pour un EDR, la performance, on considère que c'est sa capacité de détection. Et pour les équipes de réponse à incident, c'est aussi les capacités d'investigation et de neutralisation des menaces. Aujourd'hui, quand on regarde la performance du produit, on va la regarder essentiellement d'un point de vue technique. Est-ce qu'il sait bien détecter, justement, quelle est la capacité réelle d'un EDR à détecter et est-ce que je vais pouvoir correctement l'exploiter et facilement l'exploiter. On ne va pas forcément réfléchir à comment est-ce que ce produit continuera à répondre à mes besoins dans 3 ans. On pense aux besoins immédiats et pas aux besoins futurs. Et donc ça, c'est un sujet qui est rarement abordé dans les questions sur la performance du produit. Mais effectivement, sur la partie de détection, alors pour pouvoir faire cette évaluation, en règle générale, on va s'appuyer sur la matrice attaque, avec 2 modes de fonctionnement. Le premier, c'est de dire je veux avoir le taux de couverture de l'EDR de la matrice. Donc là, je choisis une matrice d'un de nos concurrents et on va souvent tomber dans le cas de j'ai une matrice qui est tout en vert avec les EDR qui savent couvrir absolument toutes les matrices, c'est super. Sauf que déjà, les fournisseurs d'EDR vont s'attribuer eux-mêmes ces taux de couverture. Ils vont eux-mêmes identifier leur capacité à répondre à l'une ou l'autre des techniques, ce qui est du coup ce qui peut biaiser l'analyse. Deuxième point, c'est que cette analyse, c'est pas parce qu'on va avoir un certain nombre d'heuristiques qui permettent de détecter une technique qu'on va être en capacité de détecter la technique d'attaque, la TTP précise, dans chacun des cas. Parce qu'en fait, on ne sait pas forcément comment l'attaquant va exploiter les différentes failles du système pour atteindre son objectif. Donc, généralement, l'analyse comparative par matrice attaque, elle peut donner des résultats biaisés parce que, comme tu le disais, on n'a pas l'accès aux capacités réelles. Alors pour ça, il y a une deuxième manière d'analyse, c'est de dire il y a un bench qui est organisé par le MITRE tous les ans, auquel un certain nombre d'éditeurs EDR se soumettent. Pas tous malheureusement, donc déjà il est un peu incomplet et ça donne une meilleure visibilité sur ce que vaut un EDR en situation réelle. Alors, tous les éditeurs n'y sont pas parce que c'est déjà un processus qui est assez long et complexe. Il faut s'y prendre vraiment à l'avance pour pouvoir rentrer dans une des campagnes d'évaluation du MITRE. Et puis, c'est un coût aussi qui est assez certain. Donc, ça laisse de côté finalement un ensemble d'éditeurs qui ne vont pas pouvoir participer à cette évaluation. Et nous, chez Airfang Lab, jusqu'à présent, on n'a pas participé aux évaluations du MITRE parce qu'effectivement, ce n'était pas forcément l'objectif immédiat au démarrage. Et l'année prochaine, ce sera notre première fois sur ce type d'évaluation. Donc, au final, pour pouvoir vraiment évaluer la performance d'un produit, il y a les analyses comparatives, mais finalement, ce qui va apporter le plus d'éléments, ça va être d'avoir une capacité d'expérimenter l'EDR. Et ne serait-ce que si on revient tout à l'heure sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le coût RH, si votre SOC, si votre équipe de réponse à incident, elle va expérimenter le produit, elle va voir comment elle peut l'utiliser et qu'elle peut commencer déjà à se projeter dans l'utilisation concrète du produit, ça permet effectivement d'avoir une vue beaucoup plus précise de la performance globale de l'EDR. Parce que la performance, c'est l'EDR et comment les analystes vont pouvoir utiliser la solution pour faire leur travail. Et alors, le dernier point qui nous est remonté de temps en temps, c'est la souveraineté. On a un certain nombre de RSSI qui ont un projet de migration de leur EDR et qui se disent je vais intégrer Airfang Lab, vous êtes une solution française, c'est intéressant, je vous intègre dans mon évaluation et dans mon analyse comparative. Bon, on ne va pas se mentir, la souveraineté Cocorico, on est français, c'est sympa, mais c'est rarement une priorité pour le RSSI quand il va choisir son EDR. Donc, à votre avis, pourquoi ce n'est pas franchement le sujet pour le RSSI?
Parce que tout le monde s'en fout. Oui, non, peut-être pas quand même. Hein. De toute façon, il est déjà tellement dépendant des solutions nord-américaines ou israéliennes ou chinoises qu'il n'est plus à ça près. Oui, effectivement, nous, c'est ce qu'on avait dit sur la souveraineté washing, c'est qu'effectivement, globalement, si dans le socle, il y a déjà un ensemble de produits qui vont collecter déjà toute la donnée sur le système, type le SIEM, la solution de journalisation, l'orchestrateur, et qui va du coup transférer ces données dans des clouds pas forcément maîtrisés. La question de la souveraineté, c'est une question qui, du coup, se pose en règle générale un petit peu moins. Donc, c'est joli. C'est bien de pouvoir dire qu'on a des solutions françaises, qu'on soutient le tissu industriel français, mais finalement, dans ce cas-là, c'est là où c'est le moins pertinent. Après, il y a des gens qui changent, hein, parce qu'une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient été victimes du FISA, une fois qu'ils ont compris que les données avaient été collectées par l'éditeur dans leur dos et que ne seraient jamais effacées par l'éditeur, et puis qu'ils se posent beaucoup de questions, même s'il n'y a pas de preuves, sur des compromissions, pas du tout rançongiciel, mais espionnage très étrange, ça peut bouger. Et effectivement, ça, c'est des réflexions qu'on peut remarquer dans le cas généralement d'organisations sensibles. Et donc, la question de la souveraineté dans ces cas-là, c'est effectivement, il y a la question de la souveraineté nationale, de savoir finalement comment ces données vont être utilisées, mais il y a aussi une question de souveraineté et d'indépendance numérique. Hein, parce que souveraineté, c'est un mot fourre-tout dans lequel on peut mettre aussi tous des définitions assez différentes. Et quand on pense à la souveraineté comme étant une indépendance numérique de mon organisation, là, on va effectivement retrouver des besoins d'avoir des déploiements qui soient on-premises dans les infrastructures, déconnectés des clouds de l'éditeur, et aussi d'avoir une capacité de pouvoir valoriser l'ensemble des données qui sont collectées. Après, il y a des vrais besoins sur la souveraineté au sens vraiment souveraineté nationale et européenne. Et là, on va retrouver des besoins. Alors, effectivement, question du DPO fait sourire, mais derrière, il y a quand même toute cette logique associée au RGPD de où sont hébergées les données. Le DR peut collecter absolument tout sur mon système par télémétrie parce que c'est le propre du produit. Donc, où sont hébergées toutes ces données, dont les données à caractère personnel? Est-ce qu'elles sont bien en Europe et comment l'éditeur les réutilise et quel traitement il applique derrière? Donc, c'est des questions pour lesquelles l'éditeur de DR doit apporter des réponses. Et puis, il y a aussi toute la question de la proximité avec le partenaire. Il y a rarement une même proximité avec un éditeur qui est américain et donc sur lequel vous allez passer par les méandres du service support pour pouvoir avoir une réponse à des questions ou proposer des évolutions du produit avec des réponses qui ne seront pas forcément toujours adaptées. Là où avec normalement une solution européenne, vous avez quand même cette proximité avec le support et avec la capacité d'échanger avec les équipes expertes qu'on ne va pas forcément retrouver avec les éditeurs américains. Donc, en conclusion, la partie souveraineté, elle va être quand même beaucoup plus axée sur des organisations sensibles qui vont du coup également avoir des questions sur la robustesse du produit et de l'architecture qui est proposée. C'est pour ça, par exemple, chez ARPANGLAB, nous, on a choisi d'aller faire rapidement notre CSPN et qu'aujourd'hui, on est rentré en qualification parce que justement, la souveraineté, ce n'est pas tant un enjeu de nationalité qu'un enjeu de robustesse et un enjeu de proximité. Bon, du coup, aujourd'hui, le sujet, quand on veut migrer son EDR, ce n'est pas tant les questions budgétaires qui sont apportées avant, les questions de performance. Au final, tout ça, c'est le résultat d'une réflexion qui est beaucoup plus profonde du RSSI sur ce qu'il va vouloir faire en termes de feuille de route de cyber pour son organisation. Du coup, ça va être son autonomie de pouvoir gérer ses budgets comme il l'entend, de ne pas se rendre prisonnier d'un éditeur qui va gérer l'ensemble de ses solutions de sécurité, par exemple.
Ça va être de pouvoir implémenter les briques aussi dans l'ordre qu'elles le souhaitent. On a d'ailleurs à ce sujet un retour d'expérience avec Nexter qui construit son propre XDR avec les solutions qu'il choisit et qu'il sélectionne et qui commence ce mois-ci et qui va s'étaler sur plusieurs échanges où justement on va voir comment ils ont pensé leur feuille de route. Ils ont commencé à penser leur feuille de route il y a déjà plusieurs années et comment ils l'implémentent et mettent à jour cette feuille de route sécurité, justement pour ne pas tomber dans l'affre du marketing autour du XDR, de la solution magique qui fait tout à la place de votre SOC. Et puis, c'est aussi la capacité de choisir ses partenaires et de choisir les meilleurs partenaires pour le service qu'on recherche ou pour la technologie qu'on recherche et de ne pas forcément se rendre prisonnier d'une logique de bundle. Pour faire simple, hein, globalement, l'idée, c'est de se dire que l'autonomie, l'essentiel, c'est l'autonomie du RSSI dans la déclinaison de sa feuille de route, simple, et que ça, globalement, c'est sa liberté d'appliquer une stratégie de traitement de ces risques. Et donc, pour ça, les éditeurs EDR, ils doivent proposer... il y a 3 critères qui sont essentiels quand on regarde un nouvel EDR. Alors, forcément, il y a la détection, la capacité, la performance. Aujourd'hui, si un éditeur n'est pas capable d'apporter une vraie bonne capacité de détection sur les terminaux, ce n'est pas la peine de vouloir proposer une solution d'EDR. Le marché, il y a déjà un grand nombre d'acteurs qui sont très intéressants. Il faut pouvoir proposer une bonne capacité de détection qui serait évaluable au cours d'une expérimentation. Deuxième critère qui est essentiel pour bien réussir sa migration, c'est tout ce qui tourne autour de l'interopérabilité et de l'exploitabilité de la solution par le SOC et les équipes de réponse à incident. Concrètement ici, une solution de DR doit s'interconnecter avec l'ensemble de la chaîne capacitaire de détection et elle doit permettre de préparer des futures intégrations. Il y a quelques années, on ne parlait pas d'orchestrateur. Aujourd'hui, pour les grands SOC, c'est juste nécessaire d'avoir un orchestrateur pour piloter toutes les solutions du SOC. Et donc, les EDR doivent prévoir et permettre ces futures intégrations. Ça veut dire vérifier qu'il y a une API. Pour la faire simple. Et puis, le dernier point, c'est l'amélioration continue. Alors, oui, il y a l'amélioration du produit, super. Il doit avoir une roadmap, il doit proposer des nouvelles versions. Ce n'est pas trop ça le sujet. Hein. Bien sûr que lui, il doit s'améliorer. Sinon, il y a fort à parier qu'au bout de 3 ans, vous tombez sur ce constat de « je veux un produit avec une meilleure performance ». Non, le sujet ici, c'est de se dire il y a l'amélioration continue de votre SOC, de vos capacités. Donc, les produits, ils doivent s'améliorer. Hein, ok, super. Mais ils doivent aussi vous permettre d'avoir les informations nécessaires pour améliorer les capacités de détection. Et donc ça, concrètement, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie de la donnée. Il y a une captation par des éditeurs de l'ensemble des données pour proposer ensuite de la valeur ajoutée. Si on n'a plus accès à ces données, au sein de votre organisation, vous ne pouvez plus créer vous-même votre propre valeur ajoutée pour votre capacité de supervision. Un exemple assez concret, c'est si on ne sait pas exactement comment les alertes sont émises et qu'on n'a pas de mesures concrètes de toutes ces alertes, ça va être difficile de savoir les zones qui sont les plus vulnérables de mon système, donc là où j'ai le plus souvent des événements de sécurité sur mon système, et ça va être difficile de savoir quelles sont les techniques qui sont le plus fréquemment utilisées par des potentiels attaquants sur mon système. Donc, ça va être difficile de pouvoir envisager des nouveaux durcissements, de mettre de la défense en profondeur là où il le faut. Donc, en fait, il faut que ces solutions de SOC permettent de construire la roadmap de demain en apportant toutes ces données. Donc, voilà pour le retour d'expérience sur pourquoi juste changer de DR, ça ne sert à rien. Est-ce que vous avez des questions? Si dans le chat, merci beaucoup pour cette présentation.